Déclarée en septembre 1939, la guerre contre l'Allemagne nazie débute sur le front Est, alors que les Français adoptent une stratégie défensive, retranchée derrière la ligne Maginot, réputée infranchissable. Peu de combats, quelques rares escarmouches. C'est ce qu'on appelle alors la drôle de guerre. Mais en mai 1940, les choses s'accélèrent et les troupes allemandes lancent la guerre éclair, le Blitzkrieg. En supériorité numérique et mécanique, elles enfoncent les lignes françaises. En un mois, la moitié nord de la France est envahie par les troupes du Reich. Paris est livré sans combat. Affolés par cette invasion, plus de 8 millions de civils prennent la route, fuyant devant les bottes allemandes. C'est l'exode. Ayant quitté Paris occupé et replié à Bordeaux, le gouvernement français se divise alors sur la conduite à tenir. Poursuivre le combat bien mal entamé au risque de connaître une hécatombe, ou abdiquer et limiter les pertes. Le maréchal Pétain, héros de Verdun et sauveur de la France, alors appelé au gouvernement, devient président du Conseil, c'est-à-dire chef du gouvernement. Nous sommes le 17 juin 1940. Son idée, arrêter les combats et demander la signature de l'armistice. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Que tous les Français se groupent autour du gouvernement que je préside pendant ces dures épreuves et fassent taire leur angoisse pour n'obéir qu'à leur foi dans le destin de la patrie. C'est chose faite 5 jours plus tard, puisque l'armistice est signé le 22 juin 1940 dans des conditions très dures pour la France. En effet, une moitié nord et ouest de la France est déclarée zone occupée par l'Allemagne. L'Alsace et la Moselle sont annexées au Reich. Les troupes allemandes doivent être entretenues à la charge de la population française. La République est comme foudroyée par la défaite. Mais de l'autre côté de la Manche, le jeune général de Gaulle, exilé à Londres, adopte quant à lui une autre posture. Et refusant la défaite, le 18 juin 40, il lance un appel radiodiffusé à la résistance. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs des forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance. Le 10 juillet 1940, à Vichy, où s'est installé le gouvernement français de la zone libre, l'Assemblée vote les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, qui concentre désormais la puissance législative et exécutive. La Troisième République est alors abolie et l'État français est instauré. La France bascule progressivement dans la dictature et ce que l'on nomme désormais le régime de Vichy rejette la démocratie, proclamant la Révolution nationale, un programme politique autoritaire, réactionnaire et antisémite résumé par les valeurs du nouveau régime: travail, famille, patrie. Les anciennes valeurs de la France sont mortes, les libertés sont bafouées et l'égalité en droit de tous les citoyens n'existe plus. Les partis, les syndicats, les grèves sont interdits, les médias sont censurés, le contrôle policier renforcé et la personne de Pétain est exaltée par la propagande. Nous voilà, devant toi, le sauveur de la France. Nous jurons, nous t'égons, de servir et de suivre tes pas. Maréchal, nous voilà, tu nous as redonné l'espérance, la patrie. Alors que la République est détruite par la politique menée par Pétain et le régime de Vichy, une collaboration d'État avec les nazis est mise en place. À partir de 1942, l'Allemagne envahit la zone sud et cette collaboration devient encore plus poussée. Les réquisitions par les troupes allemandes sont récurrentes et le service du travail obligatoire est institué. Les Juifs, quant à eux, sont exclus de nombreuses professions par l'instauration du statut des Juifs dès octobre 1940
et leur exclusion aboutit progressivement à des rafles, comme celle du Veldiv à Paris en juillet 1942. Arrêtés, ils sont ensuite livrés aux Allemands et déportés dans les camps de concentration et d'extermination. En permettant à la police, à la milice et à la Gestapo de pourchasser et d'organiser la déportation des Juifs, le régime de Vichy devient alors complice de la guerre d'anéantissement menée par les nazis. Le gouvernement français, après avoir demandé l'armistice, connaît maintenant les conditions dictées par l'ennemi. Face à cette collaboration d'État, initiée par Philippe Pétain, des hommes et des femmes décident de se regrouper pour résister, guidés par la figure du général de Gaulle exilé à Londres. La résistance s'organise alors dans et en dehors du territoire national. Sur le territoire français, la résistance intérieure s'organise en réseaux et mouvements tels que Combat ou Libération Sud. Ces groupes mènent de front des actions militaires et politiques contre l'occupant allemand et le régime de Vichy. Le maquis rassemble alors de nombreux jeunes qui refusent le service du travail obligatoire, ainsi que des militants politiques, essentiellement communistes, et des militants syndicaux. Au départ ponctuel, les actions des groupes de résistance s'organisent autour de Jean Moulin notamment, chargé par De Gaulle d'unifier la résistance en créant notamment le Conseil national de la résistance en 1943. Celui-ci met au point un programme visant à refonder la République. Hors de France, ce sont les Forces françaises libres, ou FFL, qui luttent aux côtés des Alliés pour libérer le pays et rétablir la République et ses valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. C'est chose faite à partir de 1944 et le général de Gaulle met en place le gouvernement provisoire de la République française. Les lois de Vichy sont alors abrogées, les institutions républicaines rétablies et des élections sont organisées. De nouveaux droits politiques et sociaux font quant à eux progresser l'égalité. Les femmes obtiennent le droit de vote en 1944, la sécurité sociale est créée l'année suivante, puis suit en 1946 la proclamation de la Constitution qui marque l'avènement de la 4e République. Effondrée, la République est désormais refondée.